Merci, bonjour. Bonjour à tous. Alors si nous sommes là aujourd'hui, c'est pour vous parler d'une révolution. En effet, moi et Olivier, on a acquis la conviction qu'on était en train de vivre une révolution au niveau du système d'information. Et la vraie question, c'est de quelle révolution on parle. Alors si vous suivez un petit peu ce qui se dit dans la presse, si j'interroge certaines personnes dans la salle, vous allez me dire que cette révolution, c'est Big Data. Eh ben non. Alors pas que Big Data n'est pas une révolution pour moi, c'est juste que ce n'est pas la seule révolution. Nous, la révolution dont on veut vous parler, c'est une révolution sans buzzword, sans paillettes, et pour être honnête, on n'est pas tout à fait satisfait du titre qu'on a trouvé. Donc on a mis une boîte à idées à la sortie de la salle, et on vous invite à faire vos propositions en sortant. Donc notre session, c'est Système d'information as a service. Et c'est véritablement pour nous une nouvelle façon de voir le système d'information, que ce soit dans sa construction, son architecture, mais aussi par rapport aux différentes opportunités business que ça va amener. Alors pour le rentrer dans le détail, et pour rentrer dans le cœur de la session, ce que je vous propose, c'est de commencer par un exemple, commencer plutôt par une histoire. Donc il était une fois dans l'Ouest. Alors pourquoi l'Ouest? Parce que je vous propose de franchir l'océan Atlantique, de nous retrouver aux États-Unis, pour vous parler d'une banque qui s'appelle la Banque Simple, qui a quelques spécificités et qui va nous permettre d'introduire la session. Alors qu'est-ce que c'est que cette banque? Donc voilà la page d'accueil de la banque, elle est en cours de lancement. Qu'est-ce qu'elle a de spécifique aujourd'hui? Déjà, ils ont défini un petit peu le pourquoi de leur positionnement. Ils se sont dit aujourd'hui, les banquiers, ils sont un petit peu en train de perdre la relation client. Et puis nous, on est des geeks. On aime la technologie, on aime le design. C'est vraiment important pour nous. Donc on va essayer de faire une banque autrement. Qu'est-ce qu'ils se proposent aujourd'hui comme service? C'est là, c'est un peu leur disclaimer. C'est de dire, voilà, il y a quelqu'un, et on va revenir sur cette notion de quelqu'un par la suite parce qu'elle est vraiment importante, qui va prendre en charge votre argent. Et nous, pendant ce temps, on va essayer, avec eux, bien entendu, de vous proposer une nouvelle expérience sur la relation avec les services financiers. Alors comment ils font ça de leur côté? C'est principalement par rapport à une approche sur la convergence des canaux, que ce soit le web ou le mobile. C'est avec une ergonomie qui est repensée, c'est avec une approche gestion de compte, donc PFM. Donc on va sortir de l'approche tenue de compte avec un peu à la façon du livre comptable que vous avez quand vous accédez à vos comptes, et donc vraiment orienté gestion de budget. Mais essayons de revenir au quelqu'un. Et là, la question, c'est voilà, qui est ce quelqu'un? Alors, pour identifier ce quelqu'un, ce que je vous propose, c'est de nous intéresser à un système d'information bancaire, tel que celui-ci, donc très schématisé, où se situe Simple. Qu'est-ce qu'ils font? Eh bien, en fait, ils sont là. C'est-à-dire qu'ils s'occupent uniquement de la partie distribution, uniquement de la partie web, de la partie mobile, uniquement la partie gestion de la relation client, comme je viens de l'exposer juste avant. Alors là, vous me dites, il y a un trou dans la raquette pour opérer une banque. Et leur approche, ça a été quoi? Ça a été de dire, on va tisser un réseau de partenaires pour opérer le reste de la banque avec une approche best of breed. C'est-à-dire qu'on va essayer de prendre les meilleures briques qui existent sur le marché. Et au final, ça donne à peu près ça. Donc voilà ce que c'est la Banque Simple. Alors si on doit au moins indiquer un partenariat qui est vraiment structurant, c'est celui de Banker Bank. Banker Bank, qui est une banque américaine, qui a la spécificité d'avoir un SI back-office qui est temps réel, et donc qui apporte la tenue de compte à Simple, et qui plus est, lui donne l'accréditation bancaire, parce qu'en fait, Simple, en tant que tel, n'est pas une banque. Donc, la question qu'on a en droit de se poser au vu de l'exemple que vous a déroulé Joseph, c'est est-ce nouveau? Est-ce nouveau cette approche? Donc, dans la partie système d'information, pour nous, c'est clair, sur des secteurs qui sont essentiellement tournés vers un outil de production qui est pur système d'information, c'est clairement nouveau. Par contre, si on regarde d'autres secteurs, ça ne l'est pas. Si on prend l'automobile, par exemple, vous avez un exemple ici,
75% de la chaîne de production aujourd'hui a été déléguée à des sous-traitants. Et donc le constructeur automobile mérite plus l'appellation d'assembleur que véritablement de constructeur. Pourquoi? Il a gardé uniquement en son sein des activités comme la création, le design, les tests, et finalement tout ce qui est conception, mais toute la construction a été déléguée à des sous-traitants. Deuxième exemple plus proche de nous, plus proche de nos métiers au sens IT, Apple. Apple, aujourd'hui, l'essentiel de son appareil, celui que vous avez dans vos poches, ou si ce n'est pas celui-ci, c'est celui d'un des concurrents, est fait en Chine, et pas du tout par Apple. Ce qui finalement ramène à une maxime qui est Design in California, Assemble in China, qui résume assez bien la situation. Donc à travers ces deux exemples, et puis celui que vous a présenté Joseph juste avant, on voit deux postures qui émergent. Une posture qui est d'assembleur, qui était l'ancien constructeur, et puis une posture d'éditeur ou de sous-traitant, et c'est ce qu'on va vous présenter dans le reste de la session. Donc si on continue un petit peu ce parallèle avec l'automobile, à travers une brève histoire du système d'information, on avait quoi? On avait à l'origine des gros systèmes monolithiques qui correspondent au premier temps, à la partie assez artisanale, qui nécessitait une expertise et des connaissances assez pointues et bas niveau des systèmes. Bon, pour vous faire un parallèle, c'est l'époque où, quand vous achetiez une automobile, il fallait mieux être un bon mécanicien si vous vouliez avoir l'espoir d'avancer, parce que les pannes étaient quand même assez fréquentes et voilà, vous n'étiez pas sûr d'arriver à destination. Deuxième temps, on voit trois facteurs qui arrivent. Premier facteur, le découpage de ce monolithe, parce qu'il était devenu impossible à maîtriser dans son intégralité par un être humain normalement constitué, parce qu'il était trop gros. Donc un découpage par activité. Deuxième tendance, l'arrivée des progiciels, donc le début la fin plutôt du tout maison, du tout spécialisé, et l'intégration de briques faites par d'autres, par des experts, qu'on peut répliquer et juste adapter au moment de leur intégration. Et puis donc, troisième point, la partie framework, la partie standard, qui permet du coup d'être en capacité d'adresser plusieurs personnes avec un même produit. Donc ça correspondrait pour l'automobile à la rationalisation de la chaîne de production, le découpage en tâches, et puis l'intégration de pièces qui ont été usinées par d'autres. Troisième temps, les premiers partenariats, et c'est vraiment la notion de partenariat qui va nous intéresser dans cette session. Là, on parle d'une intégration qui reste encore assez superficielle. Ce sont les notions de marque blanche, voire de SaaS. Donc ça correspond au début des années 2000, disons la décennie 2000-2010, avec l'externalisation d'une partie du système d'information, mais on reste sur des activités annexes, transverses, type ressources humaines, type CRM, qui ne touchent pas véritablement le cœur, enfin l'outil de production en tant que tel. Pourquoi j'ai mis distributeur-producteur? Parce que finalement, ces partenariats, dans la notion de distributeur-producteur, on est sur de la cohabitation d'outils de production, par exemple les produits bancaires d'un côté, les produits d'assurance de l'autre, mais une fois que vous êtes rentré dans la chaîne, dans le process, vous êtes bien, vous allez soit dans une direction, soit dans l'autre. Il n'y a pas véritablement de partenariat après. Et enfin, le dernier temps, celui qui nous concerne véritablement aujourd'hui, et la raison d'être de cette session, c'est des partenariats qui sont beaucoup plus imbriqués et qui vont toucher directement le cœur de production du système d'information, et donc la possibilité de sous-traiter des activités clés à des tiers. Donc l'une des questions qu'on peut se poser, c'est pourquoi maintenant? Le pourquoi maintenant, en fait, on a identifié trois grands facteurs qui fait qu'aujourd'hui on se pose ce type de questions. Le premier, il est d'ordre législatif. Donc quelque part, on a légiféré pour permettre ça. Et quelque part, la législation, c'est un peu le résultat de la lutte des associations de consommateurs qui vont militer pour la fin des monopoles, qui vont militer contre les différents lobbies qui peuvent exister.
Le deuxième facteur, c'est une maturité technologique. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a un ensemble de technologies, un ensemble de concepts, un ensemble de patterns qui rendent ce type d'opération possible, et on y reviendra par la suite. Et le troisième facteur qui amène deux choses, c'est un facteur qui est contextuel. On peut le dire, nous sommes en crise. Et qu'est-ce qu'apporte la crise? La crise apporte déjà des contraintes. Quand c'est la crise, on a de plus en plus de contraintes. Et qui dit plus de contraintes dit que par rapport à des activités d'innovation, ça les rend plus faciles. Plus on a de contraintes, plus l'innovation est boostée. Donc quelque part, ça permet de réfléchir à des nouveaux business models. Et deuxième facteur associé à la crise, c'est forcément, je dirais, la diminution des coûts. Donc toute une approche de rationalisation, de mutualisation et de massification d'un certain nombre d'activités pour avoir un coût d'opération le plus bas possible. Donc tous ces facteurs, aujourd'hui, font qu'on a le développement d'un ensemble de business models associés à ça. Mais la vraie question derrière tout ça, c'est pourquoi faire? Pourquoi faire? Pour quel business model? Qu'est-ce que je peux faire avec ces outils, quelque part, qui sont à ma disposition? Donc si on prend une pyramide des enjeux, par rapport à une activité d'un secteur, donc on va avoir, au bas de la pyramide, les activités qui sont non cœur de métier, mais qui sont partagées par tous les secteurs, donc toutes les fonctions support. Et là, ça fait des années, comme le disait Olivier, qu'on observe une externalisation de ce type d'activité. Vous avez ensuite, au milieu de la pyramide, les activités cœur de métier, partagées par un secteur, mais par contre, ça va être un petit peu difficile de se différencier. Donc vous avez notamment, si on prend la banque, la tenue de compte, le core banking system. Et puis après, vous avez l'étincelle. L'étincelle, c'est ce qui fait que votre entreprise est différente sur le marché, ce qui fait qu'on la remarque, ce qui fait qu'on devient client de cette entreprise. Donc si on reprend cette pyramide et qu'on essaye de dérouler deux exemples, et en reprenant les exemples qu'on a vus en introduction, donc je prends le cas d'un nouvel entrant. Le nouvel entrant, c'est typiquement Simple. Simple, c'est quoi son étincelle? L'étincelle de Simple, c'est l'expérience utilisateur, c'est la gestion de budget, c'est une nouvelle façon de voir les comptes, et c'est une forme de simplicité dans l'accès à la banque. Et ça, c'est vraiment ce qu'ils estiment être mon différenciant. Et après, il n'est pas question de commencer à se battre avec des acteurs installés sur les activités cœur d'activité, où ils se disent « mon investissement va être trop lourd, je préfère le déléguer ». Et donc, ils vont avoir une approche d'essayer de trouver des partenaires pour opérer le reste du système d'information. Alors, c'est quoi l'intérêt pour Simple? Il y en a au moins deux. Le premier, c'est une dimension time to market. C'est évident que si vous avez cette approche, et que si vous êtes focus uniquement sur une partie du système d'information, ça va aller plus vite. Donc si on part de la volonté de créer une banque from scratch, on est sur une timeline qui fait à peu près 2 ans. On peut estimer qu'avec ce type de modèle, on se situe plus entre 6 mois et 1 an. Le deuxième avantage, c'est limiter les risques et les investissements. C'est-à-dire que mon CAPEX, en termes d'investissement, il est relativement faible puisque c'est uniquement sur mon focus. Et tout le reste, c'est les partenaires. Donc voilà pour Simple. Si on prend maintenant un acteur historique, comment il peut se projeter dans cette pyramide? Donc on va revenir sur le partenaire principal de Simple, qui est The Broker Bank. C'est quoi son étincelle à Broker Bank? Déjà, elle a un back-office temps réel. Et franchement, c'est une vraie différence. Ensuite, elle a une maîtrise de coûts et elle connaît ses coûts sur le bout des doigts. Et enfin, elle sait proposer des SLA qui sont vraiment au rendez-vous. Donc tout ça, c'est son étincelle. Donc après, sa stratégie pour un acteur historique, ça va être soit potentiellement de dire, voilà, je vais externaliser d'autres activités, et par contre, je vais essayer de commercialiser mon savoir-faire. C'est quoi l'intérêt pour Broker Bank? Ça va être, de commencer à rentabiliser potentiellement tout ce qui est CAPEX, voire OPEX, au sens où elle va massifier ses opérations, elle va avoir un coût unitaire par transaction qui va baisser. Et la deuxième chose qui est intéressante pour elle, c'est, par rapport à une DSI classique, c'est sortir du modèle de coût. C'est-à-dire qu'on va avoir une DSI qui va devenir un centre de profit. Et ça, c'est une vraie rupture dans la façon de voir le système d'information. Donc on a bien deux modèles qui sont intéressants. Un avec Simple qui est plutôt sur une approche nouvel entrant, et donc là on va plutôt parler de l'assembleur. Et un deuxième avec l'autre, avec Broker Bank, sur un acteur historique qui est plutôt un fournisseur, qui est plutôt un producteur de services.
Donc c'est bien beau tout ça, maintenant, on va s'intéresser à comment opérer ces business models. Parce qu'ils ont beau être jolis, maintenant il faut les faire fonctionner. Donc le premier point qu'on va regarder, c'est la notion de partenariat. Et pour un partenariat qui se déroule sans accroc, il y a l'agence tout risque, vous les connaissez, mais ça ne suffit pas. Donc derrière le partenariat, la première chose qu'on va nous opposer, c'est la dimension risque. C'est-à-dire qu'on a peur de quelque chose qui n'est pas opéré chez nous. Donc comment on fait pour mitiger les risques? Vous avez un ensemble de pratiques qui se font notamment dans le secteur automobile. C'est une prise de capital bipartite, en fait, où chacun va investir une partie, quelque part, de son argent disponible dans l'autre. Donc c'est notamment ce que vous avez dans l'automobile, si on prend l'exemple de Peugeot et Faurecia. Un autre moyen, si on a un déséquilibre important en fait, entre les deux acteurs, donc typiquement si vous faites un partenariat avec un plus petit que vous, vous avez une approche qu'opèrent aujourd'hui les grandes structures qui va être quelque part de recommander ce partenaire à d'autres acteurs du marché. L'intérêt de recommander ce partenaire, ça va être de trouver d'autres acteurs qui vont utiliser cette solution et donc quelque part de mitiger les risques. Autre problématique associée à la dimension partenaire, c'est la qualité. Si je n'opère pas, est-ce que la qualité sera au rendez-vous? Alors sans remettre en cause tout ce que vous pouvez faire in-house, il y a une vraie question autour de la qualité. Mais qui dit partenaire dit contractualisation, et qui dit contractualisation dit la capacité à auditer finalement votre partenaire, la capacité à définir des SLA, la capacité à définir des pénalités pour rendre le contrat vivant. Et derrière, autre action qui peut être faite, ça va être une approche de certification, c'est-à-dire demander un label. Et même si les labels, vous estimez qu'ils ne vous donnent pas le niveau de qualité suffisant, vous avez une autre approche qui va être, dans le cadre d'un consortium, de créer votre propre label. Et c'est notamment ce qui est fait autour de Toyota par rapport à ses sous-traitants. Dernier point autour des partenaires, il ne faut pas être naïf. Un partenaire pour la vie, ça n'existe plus. Ça devient vraiment de plus en plus compliqué. Ce qui nécessite de bien avoir réfléchi aujourd'hui à une stratégie de sortie, à un plan de réversibilité. Et donc ça passe par quoi? Ça passe notamment... alors pourquoi on fait ça? C'est parce que potentiellement mon business il peut ne pas fonctionner. Donc c'est évident qu'il faut avoir une capacité à sortir du partenariat. Il y a une autre approche qui est de dire en fait j'ai envie de changer de partenaire, bien entendu. Et un troisième problème à adresser qui est de se dire finalement cette activité qui était adressée par un partenaire, j'ai envie de l'opérer en propre aujourd'hui. Alors, nouer des relations de partenariat, c'est bien beau, mais encore faut-il savoir ce que l'on cherche. Encore faut-il savoir ce que l'on a à proposer en fonction de l'emplacement où on est sur la relation. Bon, ça paraît évident, mais au quotidien, ça ne l'est pas forcément. Je suis sûr que vous avez déjà reçu des demandes sans trop savoir ce qu'il y avait derrière, mais il y a bien cette logique, d'abord, se connaître, savoir ce que l'on cherche, savoir ce que l'on propose. Deuxième point, il faut savoir aussi ce que cela coûte à utiliser. Parce que si vous savez ce que cela coûte à utiliser, vous aurez une bonne idée de ce que vous êtes prêt à payer. Et puis, si vous êtes de l'autre côté, il faut savoir ce que cela coûte à produire, et donc les modèles de tarification que vous pouvez proposer à vos futurs clients. Donc voilà, on va passer à la deuxième partie qui correspond au modèle. Ce qui veut dire que si on veut savoir tout ça, il faut se connaître. Il faut déjà se connaître soi-même. Et donc là, c'est la phrase qui est écrite au fronton du temple d'Apollon à Delphes et qu'on peut appliquer au SI. Alors, appliquer à l'entreprise, ça donne quoi? Est-ce que vous savez me dire combien coûtent les applications sur lesquelles vous travaillez? Est-ce que vous savez me dire combien coûte, quelle part d'investissement elle représente ou quelle part d'OPEX elle représente? Je pense que si vous êtes honnête, vous me répondrez quelque chose comme ça, un coût à peu près, mais c'est quand même assez difficile de savoir. Alors, c'est tellement difficile de savoir qu'on a un DSI qui nous a dit sur une de nos missions que finalement, la seule façon de connaître le coût exact serait de tout externaliser et de lire la facture, parce qu'au moins, une facture, c'est clair. Bon, ça paraît, si on va dans une démarche stratégique, c'est quand même pas la meilleure façon de faire.
Mais en même temps, c'est vrai que c'est un peu difficile. Pourquoi? Parce que quand on fait des missions où on essaie de calculer les ROI, on nous dit quoi? On nous dit qu'il y a des contrats groupes. Et donc, le contrat groupe, c'est le côté un petit peu, c'est pas cher, voire c'est gratuit, parce que c'est déjà négocié, c'est gratuit. En fait, non, ça reste quand même payant. On nous dit que les ressources internes sont gratuites. Elles sont embauchées, donc elles sont gratuites. Et puis, on a tout un tas d'éléments comme ça qui finalement nous empêchent d'arriver au coût exact et de combien coûte une application. Et donc, si on ne sait pas combien ça coûte exactement, c'est sûr que le partenariat ou aller chercher à l'extérieur, ça perd un peu enfin, c'est un peu dur de savoir si on fait une bonne affaire. Donc finalement, si on regarde ce que font les grands du web qui, eux, sont capables de nous proposer une tarification au gigaoctet de stockage ou au méga de bande passante, eux, ils arrivent à faire des choses très fines. Alors comment ils font? Eh bien c'est simple, ils mesurent tout. Ils mesurent tout ce que leur coûte leur système. Et c'est finalement cette démarche de mesure à tous les niveaux des échelons qui est la seule capable, une fois qu'on aura agrégé les informations, finalement de se connaître soi-même. Alors, une fois qu'on se connaît, qu'on a fait cette démarche introspective, il faut qu'on regarde un petit peu les modèles qu'on peut proposer à nos partenaires ou qu'on est prêt à prendre en tant que client. Donc il y a 4 grands modèles de facturation aujourd'hui. Je vais passer assez rapidement sur les premiers parce qu'ils sont très connus. Donc les deux postures. Première posture, posture d'éditeur. La vente d'un logiciel, et donc qui se traduit par une licence et ou bien souvent des services associés. Puis une posture hébergeur. Ça peut être la même personne qui fait et l'éditeur et l'hébergeur, mais là, on est sur l'hébergeur, on a l'hébergement de l'application, et puis toute la partie pour l'opérer, qui se traduit par une redevance. On a vu arriver récemment une troisième posture qui englobe les deux premières, donc éditeur-hébergeur, et qui apporte en plus la notion de service clé en main. C'est quoi? C'est un paramétrage ou un pré-paramétrage de votre logiciel pour qu'il soit directement utilisable et du coup un paiement à l'utilisation. Tout le reste, la notion de licence, la notion d'hébergement, vous est masqué. C'est beaucoup plus simple pour savoir ce que cela coûte. Et enfin, le dernier stade, qui est celui qui va se développer de plus en plus, c'est tous les processus. Donc là, ça dépasse le cadre d'une simple application. On est sur un ensemble d'applications, sur une portion de SI. C'est tous les processus qu'on peut vous proposer, vous faire payer. Et donc là, ça va au-delà du SaaS parce qu'il y a une dimension humaine, une dimension de tâches supplémentaires qui vous est facturée. Et je vous ai mis alors je ne sais pas si c'est l'acronyme le mot qu'il faut utiliser, mais bon, ça me paraissait assez pertinent. Le Pay as they use. Pourquoi? Parce que contrairement au SaaS où on sait combien on l'utilise, là, les processus, c'est pas l'entité qui va l'utiliser, ce sont les clients de l'entité. Donc si je vous prends, pour que ce soit plus clair, l'exemple de Joseph sur Simple. Si vous vous souvenez, il y avait Visa en bas sur la partie monétique qui faisait tout le back-end monétique pour Simple. Ça veut dire quoi? Ça veut dire l'IT, toute la partie informatique qui est entre le terminal de paiement et le SI qui fait la tenue de compte. Mais c'est aussi tous les hommes qui vont gérer les risques, qui vont gérer les fraudes, qui vont gérer les contentieux, les pertes de cartes, etc. Et donc finalement, ce qui va être facturé, c'est pas l'interconnexion Simple Visa, c'est la façon dont les clients de Simple vont utiliser Visa. D'où le Pay as they use. Dernier point, pour avoir fait récemment une mission de ce type pour construire ce genre d'architecture de SI composite, le plus dur, c'est vraiment de trouver des personnes ou des entreprises capables de proposer ce type de service. Donc il y a un gros effort à faire tout autour du packaging, parce que c'est bien beau d'avoir un SI qui pourrait être intéressant à proposer, qui pourrait devenir un centre de profit, mais encore faut-il savoir le faire connaître. Parce que c'est pas tout d'avoir un beau produit, et si on ne sait pas le vendre, c'est difficile. Aujourd'hui, les offres ne sont pas très claires,
Les interlocuteurs ne sont pas identifiés, pour ne pas dire inexistants. Il n'y a pas vraiment il n'y a pas de force de vente présente dans les entreprises qui pourrait mettre en valeur ce type de produit. Et il n'y a pas vraiment de service associé. Ce qui fait que quand vous voulez construire un SI en utilisant cette approche, il faut être extrêmement patient parce que vous arrivez à un point, vous avez un contact dans l'entreprise et puis souvent vous faites un peu le ping-pong pour tomber sur la bonne personne ou celle qui a le pouvoir de décision et qui est capable de mettre en route les rouages pour nouer ces partenariats. Alors derrière ces modèles, derrière le fait qu'il faut connaître ses coûts, derrière le fait qu'on doit avoir une approche de packaging, il ne faut pas se voiler la face. L'organisation, telle qu'on peut la rencontrer aujourd'hui dans les DSI, va avoir une transition à opérer pour être en capacité à délivrer ce type de service. Et c'est ce qu'on va voir maintenant, avec notamment l'adoption de nouvelles postures. Alors si on commence par le cas de... donc là, on se reprojette dans le cas de The Banker Bank, un acteur historique. Qu'est-ce que je dois faire? Qu'est-ce que je dois changer? Le changement qu'on propose, c'est adopter une posture d'éditeur. Alors qu'est-ce que ça implique? Vous avez une organisation traditionnelle, hein, si on devait adresser ces projets aujourd'hui avec un ensemble de clients, bah voilà, en gros, on fait du sur-mesure et on va avoir une équipe projet pour chaque client à opérer. Et ça, c'est pas possible, ça ne scale pas. L'organisation qu'on propose et qu'on va retrouver chez la plupart des éditeurs, c'est une organisation tripartite, avec tout d'abord en un, tout ce qui est vision du produit, donc des équipes qui sont en charge de faire émerger la roadmap, d'avoir cette vision, de faire de l'éducation, de promouvoir le produit, de faire des clubs utilisateurs, hein, chose qu'on peut retrouver aussi au niveau des éditeurs. Donc eux, voilà, ils ont cette vision du produit. Une deuxième équipe qui va être chargée cette fois du développement de ce qu'on appelle le core, donc le cœur du logiciel. Qu'est-ce qui en fait sa valeur avec une approche solution standard, en se posant bien sûr des questions de comment je vais ancrer ce cœur et aussi comment je vais paramétrer ce cœur. Et la troisième activité, qui est une activité d'intégration, qui n'est pas réalisée par les mêmes équipes. On appelle, si on fait le parallèle avec les éditeurs, on parle de professional services, qui vont intervenir chez les différents clients pour intégrer, cette fois-ci, le produit. Et c'est sur cette base-là qu'on va réussir à opérer ce nouveau service. Si maintenant on se met du côté de Bank Simple, qu'est-ce qui va changer par rapport à ce type d'organisation? Donc là, on est dans la posture de l'assembleur. Et donc là, je ne pense pas qu'il y ait de grosses révolutions. C'est juste des changements de poids par rapport à différents postes. Les postes qui prennent véritablement de l'importance, c'est notamment un architecte très à l'aise avec les échanges, un peu le roi de l'intégration, de l'API au middleware, qui a une vision globale du système d'information, alors que ce système d'information, finalement, n'est pas véritablement opéré chez lui. On va aussi avoir besoin d'un ensemble de correspondants, de chefs de projet, pour adresser les différents partenaires. Et ce qu'on va retrouver, et ça c'est aussi valable pour la posture éditeur que la posture assembleur, c'est une dimension product manager. Un visionnaire, quelqu'un avec son bâton de pèlerin, en capacité à avoir des super pouvoirs de vie et de mort sur le produit, de vie et de mort sur la roadmap, avec une vision véritablement qu'il porte, avec de fortes capacités de communication et une capacité aussi à naviguer dans les organisations qui peuvent être complexes. Donc on a parlé d'organisation. Pour arriver à faire ces 3 points, il nous faut un socle solide. Et ce socle, je vais vous le présenter. Donc il se divise en 2 parties. Une première partie IT. Alors, je vais aller assez vite sur la partie IT parce que je pense qu'avec les sessions que vous aurez l'occasion de voir dans l'USI, vous aurez pas mal d'informations. Si vous voulez, avant, on avait une infrastructure qui était dédiée. Donc ça impliquait de surdimensionner le parc pour absorber les pics de charge. Donc là, vous avez un exemple de pic intraday qui nécessitait avant d'avoir une infrastructure qui était surdimensionnée 95% du temps, mais on était obligé de le faire, sinon on ne pouvait pas rendre le service.
Et autant dire qu'une telle infrastructure n'encourage pas à faire des investissements, puisqu'à chaque fois que vous voulez ouvrir un nouveau service, avant, il fallait surdimensionner des machines et les mettre les unes à la côté des autres. Donc, ce qu'a apporté la virtualisation, puis ce qu'on a appelé cloud computing, c'est la capacité de ventiler ces pics de charge sur un ensemble de clients et donc du coup de diminuer le coût de ce surdimensionnement. Donc ça a l'avantage de favoriser l'innovation, puisque du coup les prototypes se coûtent moins cher, puisqu'on peut réutiliser une partie de l'infrastructure existante. Et donc ça permet également de faciliter l'arrivée de nouveaux clients, puisqu'il suffit d'ouvrir le service. Donc, qui dit nouveaux clients, on a envie, puisqu'on a une infrastructure qui est facilement comme ça évolutive, d'avoir quelque chose de central. Donc la notion de multitenante en est une suite naturelle. Le service, donc la licence et le matériel, donc l'infra que je vous ai présenté, est mutualisé sur plusieurs clients. Avantage de cette méthode, on se simplifie les évolutions, on se simplifie la mise en œuvre. Il y a une seule plateforme en une seule version à suivre et non plus autant de branches qu'il y avait de clients. Autre avantage, on diminue le TCO, donc le coût global, puisque les licences des softs utilisés pour faire ce type de service sont ventilées sur l'ensemble des clients, et donc ça nous coûte moins cher, et ça leur coûte moins cher, puisqu'ils n'ont pas à payer plein pot toutes les licences. Si vous voulez avoir plusieurs clients, c'est évident qu'il va falloir utiliser des standards, parce que si vous ne partez pas sur des technologies standards, vous allez devoir avoir à chaque fois toutes les technologies propriétaires qui vont bien. Aujourd'hui, on le voit particulièrement sur la partie échange. Donc vous aurez une session juste après dans cette salle que je vous invite à voir sur la notion d'API, et Stéphane et Mathieu reviendront plus largement sur ce point. Et donc, si on doit résumer tout ça, je vous ai mis quelques mots issus des grands du web. 2 mots à retenir dans cette présentation: SI as a service, mesure pour connaître, ce que je vous disais tout à l'heure, se connaître, et puis API, puisque si on veut faire un SI composite, ça veut dire un SI qui va s'interconnecter, et donc il doit y avoir des points d'entrée. Alors, je n'ai pas mis sécurité, j'aurais peut-être dû, parce que ça serait un sujet à part entière, surtout après la session d'hier midi et de Mark Goodman. Bon, on aura l'occasion de répondre à vos questions après la session. Mais c'est vrai qu'il nous a un petit peu fait mal au moral. Deuxième point du socle, et qui nous tient particulièrement à cœur à Octo, c'est l'humain. Si on veut être capable d'avoir une infrastructure qui est capable d'adresser un grand nombre de clients, ça veut dire qu'on est capable de construire une infrastructure et une architecture qui est suffisamment générique pour les absorber. Or, aujourd'hui, ce qu'on constate, ce que les études nous ont montré, c'est qu'il est 3 fois plus compliqué, 3 fois plus complexe de construire un cœur générique qu'un logiciel mono-usage. Donc ça veut dire que si vous voulez aller vers ce genre de choses, vous ne pouvez pas le faire avec des débutants. Et vous ne pourrez pas vous passer de profil expérimenté. Et profil expérimenté, ça coûte cher. If you pay peanuts, you got monkeys. On est exactement là. Donc le geek voilà, sera important pour vos équipes. Et donc, le savoir-faire, deuxième point, le savoir-faire ne s'externalise pas, il faudra donc les embaucher et ne pas sous-traiter ces activités cœur de métier. Le geek, c'est bien, mais ça ne fait pas tout. Donc là, je passe assez rapidement. C'est tiré du livre « Une politique pour le système d'information » qui avait été édité par Octo il y a quelques années et qui vous montre qu'une équipe, elle est composée de plusieurs personnes avec des valences, des caractéristiques différentes. Et c'est dans cette diversité que vous arriverez à avoir la meilleure équipe. Enfin, dernière idée sur l'humain, on est sur une relation de partenariat, c'est le but. Donc ça veut dire que ce qui va compter, c'est aussi les ressources qui sont hors de chez vous, que vous allez pouvoir mobiliser. C'est-à-dire qu'en vous ouvrant, vous serez en capacité de démultiplier votre capacité de production, en créant des communautés qui vont discuter autour des API, par exemple, que vous allez leur mettre à disposition. Et donc, ils seront à la fois vos premiers testeurs et puis vos premiers contributeurs. Ils vous aideront à vous améliorer.
Donc, si on veut faire un peu le synthèse de tout ça, donc c'est vraiment en investissement sur l'humain qu'on va être en capacité à bâtir une infrastructure, et c'est sur la mise en place d'une nouvelle organisation qu'on va pouvoir construire ces modèles et ensuite avoir ces nouveaux partenaires. On va mettre en place en fait un système qui est assez vertueux, au sens où, si on est en réussite, ça nous permettra de garder les meilleurs et de recruter les meilleurs. En conclusion, on s'est essayé à vous donner quelques prédictions par rapport à cette problématique-là. Pour nous, ce type d'architecture va se généraliser, donc prédiction à 5 ans, va se généraliser, et donc des modèles de type simple, cette façon d'opérer va se multiplier de façon importante en Europe. Et donc, dès demain, on pense qu'il y a des banques qui vont se créer sur ce modèle. Et c'est un petit peu ce qui est déjà possible avec notamment le Crédit Agricole Suisse, qui propose ce type de service. La deuxième prédiction, c'est que les grands groupes, même si elles ne souhaitent pas s'ouvrir vers des partenaires tiers, vont au moins avoir cette approche au sens où, du fait de la multiplication des entités qui adressent le même business, que ce soit des entités internationales ou whatever, elles vont devoir avoir ce type d'approche. Et c'est aujourd'hui un petit peu ce qu'essaye de faire la BNP avec la notion de Shared Service Center, où chaque entité du groupe construit un asset pour l'ensemble des autres entités du groupe. Dernière chose, la génération de ce type d'architecture fait qui sont clairement associés à de l'innovation, nous font penser que les grands du web, c'est toujours une idée qui fâche les grandes DSI quand on vient en disant « Ah, les grands du web, les grands du web ». Et quelque part, là, ça va devenir un standard qui plus est enrichi par ces grands groupes qui auront pris cette direction. Alors pour ceux qu'on n'aurait pas convaincus, j'aurais une phrase qui est « Préparez-vous SI, demain c'est s'ouvrir ou mourir ». Et pour l'illustrer, je vous propose un dernier exemple en guise de conclusion, pour voir ce qui se passe à l'échelle d'un secteur. Ce secteur, c'est les télécoms. Donc vous avez un SI télécom avec le réseau, les antennes, la base abonnée, différents services qu'on propose, le SI technique et le SI client. Et puis, donc, via la législation, on a vu la création de ce qu'on appelle les MVNO, donc les opérateurs virtuels. L'opérateur historique, initialement, couvre toute cette chaîne, et l'arrivée des MVNO fait que ces derniers, donc on peut prendre l'exemple d'Énergie, de Darty, ont commencé à opérer uniquement le SI client, et ensuite, ils se sont appuyés sur les opérateurs historiques pour proposer ce service. Donc ça, c'est le premier modèle. Le deuxième modèle, qui est plus récent, c'est ce qu'on appelle les modèles full MVNO, où là, ce sont des acteurs, et là, on peut parler de Free, on peut parler de Virgin, qui vont opérer quasiment l'exclusivité de la chaîne de valeur, et ils vont uniquement se reposer sur le réseau SFR, Orange ou autre. Et le dernier modèle intéressant, c'est celui notamment de Transatel, avec la notion de MVNE, E pour enabler. Et donc là, c'est des gens qui, avec une approche agressive sur les coûts, se positionnent en fait en intermédiation entre l'opérateur historique et le MVNO. Aujourd'hui, ces trois modèles représentent 15% de l'activité. Donc on peut dire que c'est clairement en train, ça mène un vrai risque en fait pour les opérateurs historiques. En espérant vous avoir convaincu, je vous remercie de votre attention.